La contextualité est très importante dans leur projet et ils conçoivent leur architecture avec le souci qu'elle soit désirable par ceux qui vont l'habiter, et là je les cite. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que la réflexion rigoureuse sur les enjeux programmatiques en relation avec la commande se double d'une collaboration attentive avec les partenaires du projet, tous les partenaires du projet, de la conception à la mise en œuvre sur le terrain. Nous en parlé tout à l'heure à la visite de presse, de cette complicité nécessaire avec, y compris les artisans qui construisent donc, les bâtiments qu'ils conçoivent. Et effectivement, la plupart des architectes qui sont ici, et j'insiste pour le dire aux étudiants qui sont là encore, que bien sûr, il ne suffit pas d'avoir un joli projet qui gagne un concours, voilà, unanimement, l'unanimité du jury, pour qu'après le bâtiment soit réussi. Voilà. Alors on dit que c'est la rencontre, et on a raison, c'est la rencontre entre un maître d'ouvrage et une équipe de maîtrise d'œuvre qui fait un bon projet, mais c'est aussi beaucoup la qualité de ceux qui construisent et qui fabriquent. Voilà. Et d'ailleurs, Arc-en-Rêve va investir cette question, puisque nous en sommes convaincus, et il y a des savoir-faire qui se perdent. Et là, on est sans doute dans la dernière génération des anciens qui connaissent le métier bien de carreleur, de menuisier, etc. Donc, il y a quand même ces métiers qui doivent être réinvestis et réhabilités. Et donc voilà, nous sommes fiers et heureux de faire cette exposition qui donne un coup de projecteur, comme je disais, sur une œuvre prometteuse, une œuvre jeune, qui s'affirme avec maîtrise et plénitude, une architecture qui s'exprime avec conviction et pureté. Voilà. Merci d'être venus si nombreux, vous intéresser à notre travail. Et merci à Arc-en-Rêve pour cette invitation et cette belle exposition que vous allez découvrir. Le but de cette rencontre, c'est donc de vous donner quelques clés de lecture de l'exposition que vous allez découvrir. Nous vous montrerons 4 de nos projets, dont les 3 derniers que nous sommes en train de livrer. Mais pour entrer en la matière, nous avons souhaité vous introduire tout d'abord dans la boîte à outils de l'agence. Nous n'avons pas cherché à théoriser a priori notre travail, cependant il y a un univers de matière, de lumière et de séquences qui nous interpelle à travers chaque image de référence avec lesquelles nous nous entourons pour réfléchir sur l'espace futur à créer. Une forme d'immersion permanente pour être en condition d'attaquer les projets. Tout commence par une ambiance, une idée de mise en scène, un scénario d'appropriation d'un espace, de l'espace d'un bâtiment. Se mettre dans la peau d'un usager. Penser à l'émotion que lui procurent ces mouvements dans chaque espace traversé. Chercher à créer un événement, un accident de parcours qui émeut et qui surprend. Alors ceci se traduit par une dilatation de l'espace, par la transition depuis un sas comprimé vers un hall immense, par la perception d'un patio qu'on trouve là où on ne l'attendait pas, par un jeu de volume et d'échelle qui donne l'impression d'être grand ou tout petit face à l'univers traversé, à la façon de ces portes de temple qui nous obligent à nous incliner pour entrer, à nous faire humbles. Certes, nous nous construisons hélas point de cathédrale, mais cette émotion nous semble nécessaire pour avoir envie de retrouver et de retourner dans un espace. Un souvenir de lumière, de sensation de bien-être, un rayon de soleil qui réchauffe, sont autant de souvenirs qui nous donnent envie d'aller travailler ou de pratiquer un espace, un endroit. Ensuite commence un travail de mouvement, en se mettant en situation, en pensant à la fonction de chaque espace, en imaginant la transition entre chacun d'entre eux.
Nous avons souvent été appelés à travailler sur des bâtiments d'enseignement et la demande récurrente des enseignants, c'est de profiter de la lumière naturelle sans être dérangé, de voir l'extérieur sans être vu, de protéger les enfants du regard. Ceci nous a très vite amené à une réflexion sur des façades à claire-voie, à la façon d'une maison orientale, avec la beauté des jeux d'ombre et l'avantage du jeu de rythme, un sujet qui nous passionne. Le rythme qui, une fois interrompu, de façon inattendue, crée l'événement. Ensuite arrive le moment de tisser des liens entre le bâtiment et sa ville, de scénographier des glissements entre le projet et l'espace public. Là, il s'agit de créer des séquences et se poser la question du franchissement, les entrées par des glissements entre des volumes, ou un soulèvement organique d'un paysage pour s'incruster à l'intérieur, ou bien se poser délicatement sur un site sans perturber son environnement. Alors ce sont autant d'outils et d'envies qui nous interrogent face à chaque projet. Alors, les réponses simples, nous essayons de les introduire par des petites doses dans nos réalisations. Ici, par un jeu de volume dans la crèche des Trois, où on voit ces compressions et ces dilatations dont je vous parlais. L'échelle de la coupe de l'école maternelle Jean Jaurès, où le passage de l'espace public, de l'établissement public, vers l'échelle d'un enfant de l'école maternelle. Le gymnase Victor Hugo à Bordeaux, la transformation du marché en gymnase, où il fallait se glisser avec une boîte en verre délicate sous une masse de béton du parking. Le travail de coupe du centre de formation des apprentis à Montmarsan. Les jeux de rythme interrompus de la façade du centre de loisirs d'Austins. Le jeu de séquence des parcours entre préau, patio et entrée de l'école Jean Jaurès. La salle de motricité de la même école. Une entrée par glissement sous une boîte, toujours au centre de formation des apprentis. Et une tentative d'insertion dans le paysage de la forêt des Landes par ce projet. Et là, un travail de signal de la tour d'Aguironde et d'Aguet. Donc, certes, les impératifs économiques et les situations d'urgence de type de commande que nous traitons nous obligent souvent d'être raisonnables. Mais la notion du plaisir d'usage reste au cœur de nos préoccupations, car ce qui reste d'un bâtiment, c'est quand même le souvenir d'une émotion. Je vais vous présenter deux réalisations qui correspondent à notre actualité. En l'occurrence, des bâtiments qu'on vient juste de terminer. Ici, le collège Marguerite de Navarre, à Pau. Donc, en l'occurrence, je ne vais pas rentrer trop dans les détails du projet, mais juste deux, trois éléments. C'est un immense collège, 1200 élèves qui va passer à 900. Et le travail est un travail multiphasé avec différentes opérations de tiroirs, de diminution, de rénovation diverses. On va simplement insister ici sur la dimension urbaine de ce projet. Dans la mesure où c'est l'extension qui va créer cette dimension urbaine. Ici, voilà les photos du lycée du collège avant les travaux. Donc, la ville de Pau, c'est une très jolie ville, mais elle est une facture assez classique. Elle s'inscrit dans un continuum de façade bâtie. Là, ici, ce collège était en rupture totale avec ce continuum. Il n'y a aucune façade, il n'y a aucun visage. C'est pourtant un des collèges les plus importants du centre-ville de Pau. Et d'ailleurs, en plus, il fait face à un lycée qui est lui-même un vide. On retrouve ici la vue dans l'autre sens. Voilà le plan en hectare,
grands travaux de ce collège. Et donc, dans les différents travaux de démolition, etc., la partie extension qu'il nous fallait construire était très faible par rapport à l'immensité du vide qu'il nous fallait combler. On trouve ici le travail d'extension, puisque la cour en fait apparaissait dans cette ville comme un immense vide. Un travail de recomposition de façade sur l'axonométrie peut-être. Là, on retrouve par cette vue-là une synthèse de l'intention. Donc on voit que la masse bâtie, en l'occurrence c'était l'administration, devait combler ce vide. Donc la première attitude a consisté à l'étendre au maximum, à l'étirer au maximum, on le voit avec cette pointe de béton, les outils, mais il fallait reconstruire ce visage pour ce collège, et donc une façade urbaine. Donc la première attitude a consisté effectivement d'une part à utiliser tous les outils à notre disposition, en premier lieu la grille, qui se retrouve avec des profilés en métal plantés dans le sol, distants les uns des autres, de sorte que de vue de face c'est transparent, et de vue de côté on voit un effet de mur. Et donc là on voit les deux images avant, après. On retrouve cet effet de grille qui monte quand même ici jusqu'à 4,50 m, qui est aussi bien un mur, pour peu qu'on voit le biais, qu'une transparence. Et l'alignement urbain était assuré par cette grande couverture en porte-à-faux qui opère un glissement, d'une part parce que le bâtiment ne subit plus l'alignement, par contre la toiture, elle, perdure dans l'alignement, ça offre la possibilité d'un glissement, se dégage ici un parvis, et c'est donc entre les deux bâtiments, le bâtiment existant et cette extension, que se trouve l'entrée. On peut passer l'image suivante. Donc voilà la situation avant, donc ce grand vide, cette ville de type classique, et ici on retrouve donc cet alignement très marqué, et ce vide qui est tellement immense qu'on a l'impression qu'on rentre dans le bâtiment par le ventre. Donc on retrouve, là très classiquement, on marche et l'alignement opère. Et là, ce glissement nous permet de marquer l'entrée. Donc on retrouve ici un des éléments qui va être un peu symptomatique de ces deux projets que je vais vous présenter, c'est l'usage assez restreint de matériaux, en l'occurrence ici le béton et le bois. Et donc un des travaux assez important ici, c'est en l'occurrence cet immense porte-à-faux. Si tu passes l'image d'après, on retrouve ici, vous voyez, cette immense dalle qui fait quand même 12 mètres de porte-à-faux et qui a été donc construite en béton post-contraint. Ce sont des techniques qu'on retrouve plutôt pour les ponts en infrastructure et qui, bien sûr, d'une part, il faut que ça tienne, mais ça, c'est pas forcément le plus compliqué. Surtout, il faut que l'effet soit parfait et donc il ne faut pas qu'il y ait de vagues. Donc là, le travail des entreprises a été remarquable. On peut passer une image suivante. Ce projet, on voulait vous le présenter en écho avec le suivant, parce qu'en réalité, c'est deux projets qu'on a menés exactement en même temps, puisque à Pau, au même endroit, et les études se sont déroulées exactement en même temps. C'est le pôle éducatif et culturel de la ville de Pau. Donc là, en l'occurrence, c'est dans un périphérie de la ville de Pau, le quartier de Loos-des-Bois, un quartier très connu à Pau, c'est un quartier classiquement très difficile, avec une population défavorisée et surtout un ensemble de bâtiments en état déplorable, aussi bien les bâtiments que les espaces de voirie et les équipements, enfin le peu d'équipements qu'il y avait, ils ont été brûlés. Il y a un changement d'équipe municipale en 2008 qui axe totalement sa campagne sur ce quartier et en fait sa priorité. Il y a urgence, ils décident de faire tout de suite et d'ailleurs ils feront tout de suite. En l'occurrence, rénover les bâtiments. Aujourd'hui, ces bâtiments sont en fin de rénovation. Les espaces extérieurs, des parcs, des aménagements divers sont en cours de réalisation. Et les équipements sont finalisés puisque c'est le pôle éducatif et culturel de la ville de Pau. En l'occurrence, ils n'avaient pas le temps ici de réaliser divers équipements. Ils ont décidé de créer un pôle parce que ça faisait une seule opération. Et donc cette opération, elle est réalisée aujourd'hui, donc en fin de mandature. Et elle regroupe a priori tous les équipements qui étaient nécessaires pour revitaliser le quartier. En l'occurrence, une école maternelle, une école élémentaire, avec la restauration, une médiathèque, une agora. Une agora, c'est des locaux associatifs, une crèche et une salle festive. Vu l'urgence de la vu l'urgence, ils n'avaient pas le temps véritablement d'établir un plan guide ou une ZAC. Peut-être que s'il l'avait fait, on serait aujourd'hui uniquement à discuter et peut-être en fin de concertation de ce plan guide. Donc ils ont
la mairie a mis à peu près 1 an pour établir un programme. Elle a mené tous les projets de front. Et ici, le projet s'est dessiné à partir de quelques indications urbaines, à savoir qu'il est en entrée de ville, donc il fallait que la médiathèque opère un signal, premièrement. Deuxièmement, il est en entrée de ville dans le sens où il y a une route qui traverse Pau. C'est une route, c'est pas une rue, ça ne deviendra jamais une rue, simplement s'il n'y a pas de trottoir, c'est très passant. Et un parvis qui permet bien sûr de distribuer d'une part le pôle éducatif et de créer une situation de grande visibilité pour la médiathèque. Donc là on voit une vue générale de l'ensemble. Donc on voit ici sur cette image-là, le bâtiment a été livré la semaine dernière, les photos sont très récentes, la médiathèque, et le seul bâtiment R+2 qui doit opérer un signal, et l'ensemble du groupe scolaire sur la gauche. On voit les similitudes, je pense, avec les deux projets, surtout dans l'usage restreint des matériaux. Le béton, ici, qui est un béton qui englobe, c'est comme un ruban en fait, et qui englobe une sorte de résine bois à claire-voie. Alors, effectivement, quand je dis que c'est un usage restreint de matériaux, ça paraît évident, mais c'est en fait totalement faux. Bien sûr, il y a de l'aluminium, il y a du plastique, il y a du PVC, il y a tout ça. Je pense que ça provient de l'usage que l'on fait du noir dans le projet. Le noir, c'est ce qui dessine, classiquement dans le dessin, ça surligne, mais c'est aussi la part d'ombre, le noir, ce qui ne se voit pas. Et donc, c'est une manière pour nous, en fin de compte, d'appréhender la complexité des projets, des matériaux, et de faire un distinguo entre ce qui relève du travail des artisans, ici le béton, le bois, ce sont des matériaux qui se travaillent, il y a un savoir-faire derrière, et d'une certaine manière, la réussite d'un bâtiment, elle est proportionnelle au travail de ces artisans. Et à contrario, l'ensemble des produits et des réglementations pour les produits manufacturés, génériques, parce que c'est des projets classiques, et l'ensemble des contraintes réglementaires qui sont un magma comme ça, il est très difficile de s'assurer de la maîtrise de ce que l'on souhaite dessiner, de l'effet qu'on veut donner. C'est pour ça qu'on retrouve ici cette manière d'opérer différemment entre la régulation des problèmes de type ouvrant réglementaire et la gestion de la façade. Un élément récurrent, on le voit ici, la façade en bois, quand vous montez le tout à l'heure, voilà une vêture qui se transforme en portail, qui se transforme en clôture, qui se transforme en volet, qui se transforme en brise-soleil. C'est le même élément qui fait tout ça. Et cet élément, on l'aime bien parce qu'en réalité, c'est un des éléments qu'on peut travailler, puisqu'avec un menuisier, on peut travailler. Le bois, ça se coupe, ça s'aboute. C'est un élément sur lequel on a prise de la même manière que pour le béton. C'est pour ça, je pense qu'on vient à réduire l'expression sur ce qui relève de notre maîtrise. Là, on voit par exemple ici typiquement un brise-soleil qui était exactement le même élément qui servait à faire une clôture. Ici, vous avez un porche d'entrée, vous voyez sur la gauche donc, cette clôture tout simplement, et sur l'image d'après, je crois qu'elle s'ouvre. Voilà, donc la même chose pivote, ça permet ce glissement. Cour, donc on a effectivement sur les projets toujours cette préférence assez classique d'une cour repliée sur elle-même. J'aime bien, ça permet évidemment ce côté de bruit, de créer l'intimisation nécessaire à une école, et cela nous intéresse puisqu'on peut créer ces transparences par le biais du préau, par le biais de l'entrée. Ici, effectivement, dans ce projet, il y a 3 matériaux, ce qui est déjà énorme, parce qu'effectivement, la médiathèque, elle devait se repérer tel un signal. Et on a fait le choix de ce cuivre. Alors, c'est pas tout à fait du cuivre, c'est du cuivre et de l'aluminium, qui est une résine qui permet, depuis l'extérieur, d'avoir un effet opaque, mais par contre, de l'intérieur, on voit à travers. Là, je vous présente Sir Norman Wilkinson. C'est un peintre de marine britannique, illustrateur, affichiste et camoufleur de guerre. Au cours de la Première Guerre mondiale, Wilkinson a été le premier à proposer l'utilisation de tenues de camouflage naval, pour laquelle il a inventé le terme de dazzle painting. Ces techniques de camouflage destinées à protéger les navires marchands britanniques, la cible privilégiée des sous-marins allemands, des tirs d'artillerie et de torpilles, en empêchant l'adversaire d'estimer avec précision leur position et leur cap. Le principe de ce camouflage repose sur un motif complexe formé d'un enchevêtrement de lignes irrégulières
et de couleurs très contrastées, afin de briser la silhouette du navire. Il devint par la suite obsolète à cause de l'avènement du radar. C'est du camouflage artistique. C'est vrai, en plus, il y a des artistes qui ont travaillé sur ces projets. Alors, lors de la commande de l'aérogare low cost de Bordeaux, nous nous sommes retrouvés devant les mêmes dilemmes que Wilkinson, car la rapidité d'exécution demandée, ainsi que le prix du bâtiment. À construire, aussi le plan et le programme avec peu de marge de manœuvre nous entraînaient vers un bâtiment simple. Un tube extrudé posé dans le paysage dont il fallait briser la silhouette. Nous avons donc travaillé à l'occasion de ce projet avec des graphistes typographes, François Chastanet et Perrine Saint-Martin, pour trouver des motifs d'illusion optique appropriés. Ainsi, en utilisant des matériaux contrastés tels qu'un bardage métallique noir mat et des panneaux de polycarbonate blanc cristal, avec des avantages d'apport de lumière naturelle et de performance énergétique, nous avons emballé le process de l'aérogare. Donc, vous voyez que le polycarbonate devenait des fenêtres qui apportaient cette lumière dans l'aérogare. Nous avons poussé ce jeu jusqu'à la 5e façade par cette fois-ci des jeux de peinture sur le toit. Mais aussi, le challenge technique qu'il nous a fallu relever, ça a été le tarmac. Creuser des fondations dans cette masse de béton s'est avéré extrêmement coûteux. Et c'est pourquoi nous avons imaginé une structure dite parapluie, qui se fonde au milieu du bâtiment, uniquement dans le tarmac, et par la suite vient se poser par des petites jambes en bois sur cette masse de béton, qui pour l'occasion devient longrine. Donc nous avons évité de fonder à chaque poteau latéral la structure. C'est ce qui nous a permis d'avoir un prix compétitif et dans un premier temps, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons pu être retenus pour cette commande. Et c'est ainsi que nous avons dessiné un bâtiment industriel en tenue de soirée. Alors sans transition, je vais vous parler du logement social. Parce qu'on voulait aborder aussi cette partie du travail, le logement collectif à caractère social que nous avons abordé pour la première fois avec Aquitanis lors de la construction de 36 logements et commerces le long de l'avenue de la Libération, au pied des coteaux à Florac. Ici, nous avons souhaité travailler sur la question de l'échelle urbaine des logements intermédiaires. Car nous avons la conviction que ce n'est pas seulement la hauteur limitée à 3 étages demandée dans ce programme et par la ville qui créait l'échelle intermédiaire, mais aussi le fait de fragmenter la continuité d'un immeuble collectif. Et ça peut l'aider à se rapprocher de cette échelle qu'on recherchait. C'est ainsi que nous avons travaillé sur des archétypes de l'imaginaire collectif pour créer des fragments de façades de ville interrompus par des interstices, comme des respirations urbaines. Ce jeu est une conversation avec le passant, avec l'habitant qui peut plus facilement identifier la partie de l'immeuble où il habite, sa propre maison, quelque part. Ensuite est arrivée la question du cheminement. Ce jeu de fragments nous permet des entrées par glissement dans des interstices en créant un parcours varié depuis l'espace public vers l'espace collectif des entrées de l'immeuble et puis les coursives extérieures telles des venelles arrive l'espace semi-privé
du palier avant d'arriver et de franchir la porte du privé. Cela confère aux espaces de distribution extérieure, les coursives, un statut particulier, semi-privatif, intimiste et donc appropriable. Sur le palier, chaque maison se distingue par ses quadruples orientations. Des maisons bien identifiables et non pas une série de portes parmi tant d'autres. Au bout de chaque coursive, il se lie un rideau de camouflage qui sépare la terrasse des maisons, les terrasses qui se sont nichées entre les volumes, et que par un jeu de quinconce propose des doubles niveaux de hauteur d'appropriation. Cette appropriation qu'on va pouvoir observer à partir du 1er juin, où les locataires vont investir les appartements, car c'est un des bâtiments qu'on est en train de finir. Et bon, il se trouve que nous avons à peine fini ce travail, que la réglementation thermique a déjà évolué. Et donc, nous sommes obligés de relever encore d'autres challenges techniques aujourd'hui et retravailler cette approche du logement collectif par rapport à ces problématiques thermiques. Et on aimerait bien ne pas le faire à travers des bâtiments forcément plus compacts, mais aussi en recherchant des matériaux et des astuces comme des doubles pots et des éléments techniques plus sophistiqués pour quand même préserver cette qualité de vie que nous pouvons créer par ces jeux de fragments dans ce bâtiment qui est un bâtiment THPE. Ça veut dire quoi? Très haute performance énergétique. Voilà. Là, vous voyez, on est en train de finir les façades. Le bardage en bois qui arrive. Et la coupe n'est pas encore faite. C'est pas une grande conférence, c'est une rencontre avec donc le travail et l'architecture de Marjane et Samfar et Jovéron. Donc ils ont construit leur présentation, voilà, en montrant tous les éléments qui sont le chemin, voilà, les fondements de leur travail. Alors Marjane et Jo sont couple dans la vie, duo professionnel d'architectes associés, et ils se sont rencontrés à l'école d'architecture de Bordeaux, et leur premier projet avant même d'être diplômés était un projet, le projet pour la rivière à Téhéran. Voilà, la rivière ou l'eau plutôt qui coule de la montagne qui est tout contre la mégapole de Téhéran. Et avant de conclure et d'aller découvrir l'exposition, voilà, ce serait bien qu'il nous rapporte ce projet qui était une longue étude urbaine et qui a eu des occasions de rebondissement parce que vous avez été accompagné à plusieurs occasions, une bourse de l'envers des villes, vous avez eu également d'autres soutiens. En tout cas, c'est intéressant de voir comment, je préfère le dire maintenant plutôt que de reparler avant la visite de l'exposition, comment une sensibilité, des valeurs, une approche, une méthodologie peut s'appliquer, voilà, peut se retrouver plutôt sur toutes les échelles, et dans ce cas particulier, la très grande échelle. Merci. Donc, effectivement, le projet Téhéran est présenté dans l'exposition. C'est un projet urbain, donc il est nécessaire de donner quelques explications. C'est un projet qui nous a occupé plusieurs années. En l'occurrence, ça a commencé comme un diplôme. Avec la bourse de l'envers des villes, on a pu prolonger ses études. Et on a trouvé sur place beaucoup de soutien. C'est pas grave, je vais continuer quand même. Peut-être quelques explications. Donc l'Iran, c'est un grand plateau, 3 fois la France, entouré de montagnes. Ce plateau, c'est un désert. De sorte que, en fin de compte,
c'est très schématique, hein, mais la civilisation iranienne, c'est une civilisation qui s'est développée au pied des montagnes et aux portes du désert. La ville de Téhéran, elle est symptomatique de cette situation. Voilà une photo de Téhéran, ça surprend. Voilà, on peut passer. Donc elle est symptomatique, voilà la situation de Téhéran qui est symptomatique du contexte de la Perse. En haut, c'est la mer Caspienne, voilà une immense chaîne de montagnes. Téhéran, c'est cette tache grise, et après vous avez le désert. Téhéran, c'est une ville qui comptait, il y a 100 ans, 200 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 12 millions d'habitants. Donc elle a connu une explosion démographique cumulée à l'exode rural, on fait une accélération de l'histoire. Cette ville, elle est construite en flanc de montagne, et dans cette explosion démographique, la ville a aujourd'hui envahi totalement son espace naturel, au plus haut dans les montagnes, jusqu'aux portes du désert. Elle est l'expression de cette situation où, en fin de compte, la ville représente le grand tout. Il n'y a plus cette distinction entre la ville et la campagne. Tout est ville aujourd'hui. Les rivières naissent en ville, se développent en ville et se meurent en ville. En ce sens, elle était un peu l'expression d'une situation exacerbée. En cela, il était intéressant de s'y intéresser. Donc évidemment, la situation environnementale est catastrophique. Ils ont eu la bonne idée de construire toutes les usines sur la gauche, à l'ouest. C'est le sens du vent, qui, en fin de compte, enferme les vents dans une cuvette, puisque Téhéran, c'est une immense cuvette. Donc évidemment, toute l'air est pollué. Et il y a une ségrégation sociale, d'ailleurs, qui suit le sens de la montagne, puisque plus on est riche, plus on habite en haut. Et c'est très schématique, hein, c'est aussi schématique que ça. Et plus on est pauvre, plus on habite en bas. Plus on monte, plus l'air est pur. Et en bas, l'air est plus pollué. C'est une ville où 80% des malades dans les hôpitaux du sud de la ville sont atteints de maladies infectieuses dues à la consommation de légumes. Au pied de cette ville, aux portes du désert, d'immenses marécages insalubres sont formés, parce que cette ville, Téhéran, n'a pas d'égout. On peut peut-être passer. Voilà, les terrains agricoles n'existent plus, presque plus, ce sont d'immenses marécages. La situation des vents. Évidemment, un projet d'égout est en étude, mais maintenant depuis 40 ans. Le problème d'un projet d'égout, c'est qu'il faut qu'il soit fini pour être opérationnel. C'est financé par le FMI, mais enfin, vous imaginez bien les difficultés de financement entre l'Iran et le FMI. Bon, ce projet, il est toujours en cours, ça fait 40 ans, mais il ne se passe pas grand-chose. Et de toute façon, imaginez 12 millions d'habitants, une telle croissance, le pays est totalement et tout le temps débordé. Combien même c'est un pays qui a de l'argent. Évidemment, okay. Donc, nous, ce qui nous a intéressés dans cette situation, en fait, ce sont les rivières urbaines qui traversent la ville. Cette ville, elle s'est développée tellement vite qu'elle n'a pas eu le temps encore de phagocyter ces rivières. On peut expliquer le bon nombre de tracés sinueux de parcellaires à Bordeaux par l'existence d'anciens cours d'eau. Et on voit ici l'œuvre de la ville qui phagocyte les rivières, on connaît bien ça. Mais une ville qui se développe aussi vite n'a pas le temps de phagocyter les rivières. Et d'une certaine manière, elles nous sont apparues aujourd'hui d'un immense potentiel créatif, bien sûr au regard de cette situation d'envers des villes, mais aussi au regard de leur situation environnementale à Téhéran. Pour comprendre la situation environnementale, il faut 2-3 éléments d'acculturation. Ceci est un radat. Si vous voulez, l'Iran, c'est un pays où il ne pleut jamais. Jamais. Le seul moment où il pleut, il neige. C'est janvier-février. Donc la seule eau dont dispose le pays, c'est l'eau issue de la fonte des neiges. Ça forme des rivières, un peu comme on connaît dans le Maghreb, par exemple, des rivières temporaires. Et c'est pas avec ça qu'on construit une civilisation comme la Perse. La Perse est construite par l'invention de cette technique tout artificielle d'extraction de l'eau de la nappe phréatique. Avec beaucoup de chance, la nappe est bien sûr très en surface. C'est des aqueducs souterrains, on fait une métaphore avec des aqueducs romains. En fin de compte, c'est une sorte de pipe sous terre, donc avec des trous verticaux qui sont des trous d'entretien, et qui permettent l'émergence, 500 mètres plus loin, d'une oasis toute artificielle, création de l'homme. Dans la culture grecque, la nôtre, par exemple, celle de la géométrie, pour être propriétaire d'un terrain, il fallait l'arpenter. On a inventé la géométrie. En Iran, pour être propriétaire d'un terrain, il fallait l'arroser. Ils ont inventé la science des débits, les mathématiques liées au débit. Tout ça, voilà ce qu'est la campagne, en fin de compte, perse. Dans cette ville, peut-être que l'image d'après, je crois, voilà, montre. Voilà la ville de Téhéran. On imagine au centre l'ancienne ville de 100 000 habitants.
En rouge, ce sont l'ensemble des plans des Ranat. C'était la campagne. Aujourd'hui, la ville s'est construite sur ce qui hier était sa campagne. Les Ranat, c'est un gruyère. La ville est construite sur un gruyère. Premièrement. Deuxièmement, c'est une ville qui n'a pas d'égout, de sorte qu'ils ont construit des barrages à droite et à gauche qui alimentent la ville en eau potable, mais comme ils n'ont pas d'égout, ils ont fait des fosses septiques. Donc c'est une ville avec des fosses septiques. L'eau de la nappe phréatique est montée, a rejoint le niveau des fosses septiques, ce qui explique pourquoi cette eau est tant polluée. Non seulement elle est polluée, mais en plus les radates, telles un gruyère, permettent à la ville de transpirer, elle déborde. Dans un pays où il ne pleut jamais, les caniveaux sont remplis d'eau, tout simplement parce que la nappe phréatique est en train de suinter. L'eau s'achemine dans des rigoles qui s'appellent des djoubs, et vont bien sûr dans des lieux de débordement qu'on appelle des massils. J'appelle ça volontairement des massils. En fait, nous, on appellerait ça des rivières. Sauf que, étonnamment, à Téhéran, les rivières n'ont pas le même nom suivant le nom du quartier. Ça ne nous arriverait pas. Nous, la Dordogne s'appelle la Dordogne toujours. Ici, suivant le quartier où on se trouve, cette rivière, ce massif, c'est un lieu de débordement. Massif, ça veut dire lieu de débordement. En gros, c'est un énorme caniveau à ciel ouvert, c'est un égout à ciel ouvert. Dans les quartiers, c'est ainsi qu'il est perçu. C'est une friche, un envers de ville, un endroit nauséabond. Et nous, on sait que c'est une rivière. Et c'est cette même rivière qui draine l'eau issue de la fonte des neiges, on va dire l'eau blanche, et l'eau noire, celle du suintement qui vient de la nappe phréatique. De sorte que, par ce système-là, l'eau issue du suintement, l'eau polluée, pollue l'eau blanche issue de la fonte des neiges. Et on comprend la situation, les vastes marécages qui se forment aux portes du désert et qui polluent tous les terrains agricoles. Nous, notre travail s'est principalement concentré sur cette rivière. Il y en a 7. On en a choisi une, celle qui était au centre-ville, qui avait un fort potentiel. D'une part, la ville s'est construite tellement vite qu'elle a oublié cette rivière. C'est une friche, c'est un envers de ville. Et en même endroit, elle a bien sûr différents visages. Elle fait 30 km de long, on a étudié 7 km. Elle est aussi l'ultime générosité de la ville, de la nature à la ville. C'est-à-dire qu'une faune, une flore s'est développée en certains endroits qui en font des lieux magnifiques. Nauséabonds, certes, mais magnifiques. Potentiellement un parc déjà. Il y a des arbres, c'est beau, mais c'est sale. Déjà, révéler, mettre la lumière sur le potentiel paysager de ces espaces-là, c'est apparu important. Deuxièmement, la ville construit ses égouts. Ça se finira peut-être jamais. Toujours est-il qu'il nous était apparu nécessaire d'opérer la distinction des eaux. De faire en sorte que l'eau issue de la fonte des neiges arrive bien au pied, au port du désert, aussi blanche qu'elle n'y est rentrée. Donc, il a été assuré une ceinture au cheminement de cette eau. Opérer la distinction des eaux, c'est aussi proposer de faire en sorte que les pailles qu'on s'apprête à enterrer ici et là, on les pose dans le lit du massile, puisque de toute façon, vous avez compris, toute l'eau s'achemine de par les djoubs, de par les caniveaux, vers ces lieux de débordement, de sorte que les connexions soient plus faciles. Et ainsi, on opère des types de rivières paysagères qu'on retrouve en Espagne, qui sont des rivières de débordement, qui sont autant de parcs, qui ont différents visages suivant les saisons. Premièrement, après, une telle optique nous donnait déjà une orientation pour ce parc-là, puisqu'elle devait, cette eau, se nettoyer des impuretés qu'elle récolte, puisqu'on ne peut pas imaginer qu'une eau traverse une ville de 30 km sans se polluer. Donc, la thématique était celle du lagonnage, par un jeu de bassins de décantation, etc. L'eau, tout en coulant, se reproduisait des phénomènes naturels et se nettoyait. C'était la première orientation. La deuxième orientation, révéler donc, le potentiel spatial et paysager de ces massifs, c'était aussi introduire une forme linéaire du projet urbain. Ce parc, par sa transformation, allait induire la transformation des espaces qui seraient amenés à croiser, à rencontrer. Alors à Bordeaux, on connaît bien ça maintenant, parce que le tramway, voilà une infrastructure de transport, et on sait bien la capacité qu'elle a eue à générer de l'urbain. C'est une raison technique, mais voilà aussi en même temps, dans le même mouvement, une raison urbaine où se créent des synergies. Et donc le travail de notre étude sur 7 km consistait à révéler ce potentiel, donc à repérer des lieux d'intensité, des lieux où se posaient des problèmes, et de montrer de quelle manière elles pouvaient être réinventées et réécrites à l'aune de la nouvelle situation de cette rivière.
s'agissait aussi de ramener l'ambiance qui était en haut de la montagne, l'ambiance que les gens recherchent en allant faire des randonnées pédestres les vendredis matins, prendre l'air pur et profiter de cette eau pure, attirer leur attention sur le fait que c'est la même rivière, qu'on peut tirer la même ambiance dans la ville et retourner cet envers de ville, le transformer en réelle situation urbaine, en vrai espace public, des marchés, des lieux de villégiature en plein centre de Téhéran. On fait le magma culturel en Iran existe puisqu'il est d'usage d'aller pique-niquer au bord de la rivière. Et c'est étonnant que l'usage de tous les Téhéranais consiste à monter au haut et d'aller se promener au bord de ces rivières. Bon, bien sûr, parce que là-bas on est tranquille, on peut draguer, on peut jouer aux cartes, tout ce qui est interdit là-bas. Mais c'est étonnant, c'est leur lieu de villégiature et ils ne savent même pas que cette rivière, où ils vont boire le thé, c'est la même qui passe derrière eux et qui est nauséabonde. Donc le potentiel culturel d'acceptation de ce type de projet nous paraît déjà là. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie.